Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Pour commencer notre actualité, on va parler du Rwanda et de la République démocratique du Congo qui ont signé un accord de paix à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique. Je propose de suivre le discours à cette occasion du ministre rwandais des Affaires étrangères, ambassadeur Olivier Nduhungirehe. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint. Cet accord de paix repose sur la décision d'établir une alliance sécuritaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le premier objectif est de mettre en œuvre les démantèlements des FDLR, suivi de la levée des mesures de sécurité mises en place par le Rwanda. Cet accord repose également sur l'accord que nous avons conclu ici pour mettre fin au soutien du gouvernement de la RDC au FDLR et aux autres groupes armés, qui est également le fondement de la paix et de la sécurité dans notre région. Les FDLR n'étant pas un groupe nouveau, elles sont composées des auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, au cours duquel plus d'1 million de Tutsis ont été tués. Dans cet accord, nous nous sommes engagés à mettre en place un mécanisme pour le retour des réfugiés dans leur pays et, avec le soutien du HCR, la mise en place d'un mécanisme permettant à ces réfugiés de rentrer en toute sécurité est essentielle à l'instauration d'une paix durable. The return of refugees is vital to achieve lasting peace. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a déclaré que cet accord marque un nouveau chapitre qui souligne que la paix n'est pas seulement un choix, mais une responsabilité pour tous. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a félicité les deux parties impliquées dans l'accord, en particulier les partenaires de la paix tels que le Qatar, et a souligné que cet accord constitue une étape vers la fin de l'insécurité qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo. On ne change pas d'angle, on reste sur le même sujet. On parle maintenant des analystes politiques et experts de la sous-région qui estiment que le groupe terroriste des FDLR est le nœud de l'insécurité de l'Est de la RDC et de toute la région. C'est en tout cas le point de vue de Séhéné Ruvugilo Emmanuel, journaliste passionné pour la justice et l'histoire de la sous-région. Si aujourd'hui, l'un, disons, des points centraux de cet accord qui est signé à Washington entre le Rwanda et la RD Congo focalise sur le FDLR, c'est que en réalité, le FDLR se trouve être le nœud du problème parce que je me souviens en 2004, une réunion quelque part comme ça à Bagamoyo, on dit à nos amis congolais, voilà, si vous ne connaissez pas les Interahamwe, venez chez nous voir ce qu'ils ont fait, car c'est au pied du mur que l'on connaît le maçon. Mais une fois là, ils ont commencé à tuer leurs enfants, à violer les femmes, mais en réalité, ils aiguisaient, ils s'exerçaient encore pour revenir au pays. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps de reconnaître que cette idéologie a vraiment pris racine, au-delà même du Rwanda, au-delà du Congo, dans les pays européens, dans la mesure où les maîtres penseurs se trouvent peut-être dans les capitales européennes. Les maîtres penseurs se trouveraient même aujourd'hui dans certaines capitales africaines. Donc, le FDLR, déraciner ça, très difficile en réalité, car déraciner, venir à bout d'un animal tentaculaire, plusieurs têtes venimeuses, ou plutôt venimeuses, c'est une tâche difficile, c'est une montagne à grimper. C'est en réalité essayer de vider l'océan avec une cuillère. Mais voilà, la volonté politique, puisqu'elle est là, j'imagine que dans la suite, on va voir comment maintenant déraciner cette idéologie. L'idéologie se déracine non seulement par des actes, mais aussi
par une sorte de mobilisation à travers toute l'Afrique, à travers les pays occidentaux, à travers l'humanité entière. Car le crime de génocide qui a été perpétré ici par ces mêmes gens qui aujourd'hui se retrouvent au sein du FDLR, c'est un crime contre l'humanité. L'humanité blessée, c'est autour de cette humanité même de trouver des solutions adéquates. Adéline Oumotoni, journaliste qui a longtemps couvert la sous-région, notamment l'Est de la RDC, affirme que les FDLR existent et sont toujours dangereux. Pour avoir la paix dans la région, il faudra déraciner ce groupe. Suivant. Le FDLR existe. Il est bel et bien vivant. Il est là. Il est opérationnel. Ce sont des jeunes, des gens qui sont toujours en vie, en bonne et due forme. Ils sont toujours en train de travailler et ils ont des postes dans le gouvernement, ils ont des postes dans les dirigeants des FRDC. Ils existent. Moi, je les ai vus de mes propres yeux. Ces gens, ils sont vraiment très forts et ils ont un appui très fort, un appui international, un appui national, je dirais, du gouvernement congolais. Il va falloir une collaboration étroite entre le Rwanda et la RDC. Si cela ne se passe, rien ne va se passer. Je crains fort que la RDC va faire la sourde oreille et qu'ils ne vont pas vraiment accepter qu'ils ont des éléments FDLR dans l'armée, dans l'administration, même dans l'administration locale. Je crains fort ça. Mais je suis sûre et certaine que le fait que ça a été mentionné et que ça soit à la une de tous les accords qui ont été listés dans cet accord, je suis sûre qu'il y a un pas qui a été franchi et qui est très important. Le fait de mentionner qu'il existe des FDLR, que le gouvernement congolais n'ait pas nié qu'il existe des FDLR et que le gouvernement congolais ait mis une signature sur les accords, je crois que c'est un pas très très important vu la difficulté qu'il y avait, vu tant d'années qui sont passées en train de lutter, de se battre, des 12 coups de haine et tout consort. Moi, j'espère que ça va donner un fruit. Mais le fait qu'on a touché la racine du problème, qui a été ignoré par le monde entier pendant des années, moi, je trouve que c'est un bon pas qui a été franchi dans ces accords. On continue avec l'actualité pour parler du Rwanda qui élabore actuellement un plan stratégique national d'assurance pour 10 ans, donc visant à renforcer le secteur de l'assurance au Rwanda. Suivant le récit de Patrick Nilidandi. Le Rwanda progresse rapidement grâce à un soutien politique fort et à des expansions technologiques visant à renforcer les secteurs de l'assurance. Denise Rwakaija, présidente de l'association des compagnies d'assurance du Rwanda, salue la manière dont l'Africre les aide, affirme que l'assurance au Rwanda progresse, même s'il reste encore des défis. Aho assurance imaze kugera ku bantu ntago turagera ku rwego dushaka. Le taux d'adhésion des Rwandais auprès des assurances a augmenté, bien que nous n'avons pas encore atteint les niveaux souhaités. Nous devons renforcer la sensibilisation pour faire comprendre aux Rwandais les biens fondés des assurances, aussi bien pour les secteurs privés que les autres institutions. Cela est bénéfique pour le développement du pays. Le taux de pénétration de l'assurance au Rwanda étant actuellement inférieur à 2%, le plan stratégique national d'assurance stimulera la croissance de ces secteurs en mettant l'accent, entre autres, sur l'assurance inclusive, l'innovation du marché et les réformes réglementaires. Le président d'African Re affirme qu'avec la mise en place de ces plans, le secteur rwandais de l'assurance connaîtra une croissance pouvant atteindre 5% du PIB, produit intérieur brut. For the last 3 decades, we have all been proud. Au cours des 3 dernières décennies, nous sommes tous fiers des progrès réalisés par le Rwanda dans divers domaines, passant d'un pays durement touché par la tragédie à l'un des pays africains connaissant la croissance la plus rapide.
Ce succès est le fruit du leadership avisé du président rwandais Paul Kagame. Africanry est prête à poursuivre sa collaboration avec le Rwanda et les autres pays africains pour trouver des solutions aux défis qui persistent dans le secteur de l'assurance. Selon la gouverneure de la Banque centrale, Soraya Akuzziaremye, le plan stratégique national pour l'assurance est l'un des résultats les plus importants de la collaboration entre le Rwanda et Africanry. Africanry est un partenaire de confiance dans le développement du secteur des assurances au Rwanda. Grâce à ces partenariats, le Rwanda a lancé un plan décennal de réforme des assurances, mis en œuvre par la Banque centrale du Rwanda et le ministère des Finances et de la Planification économique, en partenariat avec Africanry. Ces plans, toujours en cours d'élaboration, visent à relever les défis auxquels le secteur des assurances est confronté. Bien que le secteur des assurances se développe en Afrique, et plus particulièrement au Rwanda, les pays peinent à combler les lacunes qui subsistent, notamment le fait que certains citoyens ne comprennent pas encore l'importance et les modalités de l'assurance, qu'il s'agit d'assurance maladie, d'assurance récolte ou d'assurance catastrophe. Au premier trimestre 2025, la Banque centrale du Rwanda a annoncé une croissance des actifs des institutions financières de 23,2% pour atteindre 13 600 milliards de francs rwandais, la contribution des banques étant de 23,3%, celle des caisses de retraite de 23% et celle des institutions de microfinance de 20,6%, tandis que celle de l'assurance n'atteignant que 18,1%. Avec la mise en œuvre du plan stratégique national pour l'assurance, le secteur de l'assurance augmentera sa contribution et sa portée ainsi que sa pénétration. Des experts en économie de la construction venus de 15 pays d'Afrique s'étaient réunis à Kigali pour une conférence. Les participants ont appelé les prestataires choisis des marchés de construction à faire preuve d'intégrité en évitant d'abandonner les projets avant leur achèvement. Cela donc freine le développement urbain. Suivons les détails. Le développement urbain tant au Rwanda qu'en Afrique en général se manifeste à travers des bâtiments et des infrastructures modernes. Parmi ceux qui contribuent à cette construction figurent les participants à cette conférence qui échangent des idées et des expériences sur les moyens de bâtir des villes durables, sûres et offrant un niveau de vie décent à leurs habitants. Ce sont des experts en économie de la construction venus de différents pays d'Afrique. Ils estiment que le continent dispose de nombreuses opportunités pour accélérer le développement urbain, mais que cela nécessite une collaboration étroite. Le directeur général de l'Institut rwandais des économistes de la construction, Rugila Charles, affirme que tous les professionnels du secteur doivent faire preuve d'intégrité dans leur travail afin de favoriser une urbanisation rapide et bien organisée. Le directeur du département chargé de la promotion des villes et de l'habitat au sein du ministère des Infrastructures, Dr Jacques Ngarambe, a souligné que la mise en commun des expertises des professionnels africains constitue la solution durable pour promouvoir une construction moderne et solide à travers le continent. Alors que le Rwanda a entrepris plusieurs projets infrastructurels, la demande des maîtres-œuvre dans le pays s'était accentuée depuis 2023. Par conséquent, il était prévu qu'en 2025, cette année donc, l'Institut aurait formé plus de 500 maîtres-œuvre et misé sur le recrutement des jeunes talents, en particulier des diplômés de l'Université du Rwanda et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Cette conférence prévoit de formuler des recommandations qui serviront de base pour renforcer les capacités des professionnels du secteur de la construction et promouvoir la coopération régionale. Dans sa vision 2050, le Rwanda s'est engagé à garantir un habitat moderne et accessible à 100% des catégories sociales. Les visiteurs du mémorial du génocide de Kigali affirment que cela leur permet de voir des preuves concrètes qui réfutent les discours négationnistes concernant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette semaine, plusieurs institutions, dont ERM, qui a contribué à l'éducation de certains enfants rescapés du génocide, sans protectant donc, ainsi que l'université de Kampala, ont visité ce mémorial dans le but d'apprendre encore une fois et avoir plus de connaissances sur l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Suivant les détails.
Namola Emmanuel a expliqué les raisons pour lesquelles ils ont amené les étudiants visiter le mémorial de Kigali, tout en encourageant la jeunesse à étudier l'histoire dans le but de construire le pays. L'une des personnes membres du conseil d'administration de l'université de Kampala, Rachida Katarega, a déclaré que la raison de leur visite au mémorial est une occasion précieuse pour eux, en tant qu'étrangers, de s'unir aux Rwandais lors de 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Elle a également adressé un message aux négationnistes et à ceux qui minimisent le génocide, affirmant que les preuves existantes démontre clairement que le génocide a bien eu lieu. Nous avons visité le mémorial de Kigali pour comprendre ce qui s'est passé au Rwanda et pour nous unir aux Rwandais dans le cadre de commémoration. En réalité, quand on regarde ce que nous avons vu aujourd'hui, il est difficile de nier ou de minimiser le génocide. Les preuves sont là et il est clair que cela s'est réellement produit. Il est donc difficile de nier que cela n'a jamais eu lieu. Je pense que nous devrions plutôt être fiers de nos progrès et de notre développement. Ces institutions ont été informées de l'histoire tragique que le Rwanda a traversée en détail. Elles ont également visité les sites qui retracent l'histoire du mémorial de Kigali avant de déposer des gerbes de fleurs sur les tombes où reposent les corps de plus de 250 000 Tutsis tués lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Place maintenant aux professionnels de santé qui se sont souvenus des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, en se rappelant de leur devoir de protéger la vie, alors que certains parmi eux avaient volé la vie d'autres personnes commettant le génocide. Suivant le récit de Patrick Nilidandi. L'événement a été précédé d'un dépôt de gerbes de fleurs devant le monument érigé au CHUK portant les noms des patients et du personnel tués sur place. Des témoignages des médecins tués sur leur lieu de travail ont été donnés, certains par leurs collègues, et ont été suivis par l'Assemblée. Oumouniane Marie-Ange, qui s'est exprimée au nom de ceux qui ont perdu des êtres chers lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, a remercié les soldats de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, devenue aujourd'hui Force rwandaise de défense, pour leur rôle dans l'arrêt du génocide. Dr Ponga Tarsis, directeur de l'hôpital CHUK, centre hospitalier universitaire de Kigali, a déclaré que l'hôpital continuerait à tout mettre en œuvre pour que l'histoire qui s'est déroulée dans cet hôpital ne soit jamais oubliée. Abishuti Richard, responsable des activités et des commémorations en district de Nyarugenge, a critiqué les médecins qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis au lieu d'être une source de vie. Les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis et les personnels qui ont participé à cet événement ont montré que le retour à l'histoire est une leçon pour construire l'avenir du pays, fondé sur la vérité, l'unité et la bienveillance. On revient sur la une de l'actualité parlant des accords de paix à Washington. Là maintenant, on va faire un décryptage avec Tite Gatabazi, qui est analyste politique. Tite, bonsoir. Bonsoir. Tite, est-ce que pourriez-vous nous faire une brève lecture des accords maintenant que... oui, d'accord. Une brève lecture des accords. Surtout en... Donc la connexion n'est pas bonne. Bonsoir Tite. Tite, vous me recevez? On va essayer de revenir tout à l'heure. En attendant, Tite, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous me recevez bien? Ça va, merci, et vous? Je me porte très bien. Alors, une brève lecture des accords qui ont été signés, et surtout parlant de deux termes qui font polémique, désengagement et retrait. Non, il y a des interférences dans la connexion.
Ok, on continue, on revient avec Tite. Tite, bonsoir, vous me recevez? On revient tout à l'heure avec la suite de l'actualité. Place maintenant à notre page magazine Écho du Rwanda. Aujourd'hui, nous proposons la découverte du pays, des 1000 collines avec ses attraits touristiques, sa culture si riche, mais aussi son sens de l'innovation qui inspire d'autres pays africains. C'est avec notre confrère Jean Damascène Manchim. Le Rwanda, pays des 1000 collines. Malgré son passé sombre marqué par le génocide commis contre les Tutsis, qui a emporté plus d'1 million de vies innocentes, le pays depuis bien de jours tourné vers son avenir. Il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Il a su cimenter l'unité et la réconciliation, et appeler tous ses fils et filles à vivre librement dans le pays, et même ceux qui l'avaient fui sont régulièrement accueillis et réintégrés dans la société rwandaise. Cette ouverture du Rwanda ne se limite pas uniquement à ses ressortissants, mais s'étend également aux étrangers qui jouissent non seulement des merveilles du Rwanda, mais s'ouvre aussi à sa culture, sans oublier ses originalités visant à la résolution de ses propres problèmes. C'est le cas des travaux communautaires Umuganda. Ces derniers font non seulement la fierté des Rwandais, mais aussi des étrangers, comme en témoigne le maire de Bangui, en République centrafricaine. Je vous parlais tout à l'heure de Umuganda, ce concept qui fait son chemin et qui est cité comme exemple par toute l'Afrique et peut-être le monde entier. En 2016, j'ai eu les contingents rwandais qui étaient venus me voir pour que nous, les conseillers, les maires d'arrondissement, nous assistons à des ateliers sur le concept Umuganda. Et cela nous a inspiré davantage, et surtout que le contingent l'a fait sur son budget local. Donc ils se sont privés d'une partie de leur budget pour faire ces ateliers. Ils ont fait 2 grands ateliers à Bangui pour inculquer la notion de Umuganda aux conseillers municipaux, aux chefs de quartier, aux chefs de groupement, aux maires d'arrondissement, aux maires de la ville de Bangui. Et après ces ateliers, nous sommes descendus dans les zones, ça c'était en 2016, dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est un des arrondissements, des 9 arrondissements de Bangui, pour nettoyer les quartiers où les habitants avaient déjà déserté. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune vie, avaient déserté du fait de la crise. Il y avait des règlements de compte, les gens ont fui chez eux pour aller s'abriter dans un camp de déplacés internes. Et c'est grâce à ce contingent rwandais qui, avec nous, on est allé sur le terrain pour nettoyer, désherber, nettoyer les quartiers. Et c'est grâce à cela que les propriétaires, les habitants de ces quartiers du 5e arrondissement qu'on appelle Bazanga, dans le 5e, le Miskin, c'est la zone, c'est à partir de cela que les déplacés qui ont quitté leur quartier, abandonné leur maison, ont commencé à revenir. Et tout cela grâce au contingent rwandais. Et pour cela, nous voulons marquer notre grand Murakoze Essiane, au président Paul Kagame, à tout le peuple rwandais, pour l'accompagnement que le contingent continue à apporter à la ville de Bangui et dans d'autres villes où ils sont en Centrafrique. L'ouverture du Rwanda rend aussi plus agréable le climat des affaires.
De ce fait, cette politique ne cesse d'attirer de plus en plus d'investisseurs dans le pays. L'un des multiples exemples à donner, c'est le club d'affaires français déjà opérationnel au Rwanda. La richesse culturelle, le développement du tourisme et une vision élargie des hautes autorités du pays laissent planer l'optimisme quant à la réalisation de la vision de développement du Rwanda 2050. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition. On souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.